Alors, nous avons depuis 2 ans maintenant un projet sur le développement et c'est comment stimuler le développement, la construction des immeubles verts en Amérique du Nord. Et dans ce projet, on a plusieurs composantes et on a une composante qui vise un dossier très important, bien sûr, c'est comment financer. Parce qu'il y a un des gros problèmes dans ce secteur que vous connaissez tous, c'est comment on peut stimuler le financement et faciliter le financement de la reconstruction d'immeubles existants, mais aussi de nouveaux immeubles pour qu'ils soient plus écologiques. On a une autre partie du projet qui vise la densification urbaine. Donc, je pense que Alain de Souza, qui était un de nos invités, pourra nous en parler un petit peu. On a un autre qui va être le sujet de la présentation aujourd'hui de Ann Edminster, qui nous arrive de Californie, sur l'éducation et la formation professionnelle. Et finalement, on en a un qui est un peu plus vague, mais qui vise essentiellement le Mexique, qui est sur la certification. Et quand je voudrais dire certification, ça qu'on essaie de faire, c'est essayer de voir si on peut harmoniser entre les 3 pays un même niveau de certification, utiliser les mêmes données, les mêmes types d'analyse pour qu'on puisse essayer de faire avancer un espèce de mouvement écologiste dans le développement des immeubles durables. Donc, le parapluie, aujourd'hui, qui va nous permettre d'utiliser tous les outils qui sont dans le coffret dont nous disposons pour créer une culture qui favorise les projets de développement écologique, de bâtiments écologiques. Parce que le vert, c'est pas uniquement le vert, c'est notre façon de faire, c'est notre façon de vivre. C'est sûr, c'est le plan qui nous permet de définir comment on va aborder les questions, comme la réduction des gaz à effet de serre, consommation d'eau, disposition des déchets, efficacité énergétique, biodiversité, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans notre préparation de notre plan pour la ville de Montréal, pour l'île de Montréal, et on doit trouver des façons, des méthodes pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire plusieurs objectifs. Bâtiment d'écologie éolique, c'était une action très, très logique qui était très liée au plan de développement parce que les bâtiments sont la source de 30% de nos gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de consommation d'eau, de ressources, de matériaux de construction. Donc, c'était une cible logique qu'il fallait poursuivre. Nous n'avons pas compris tout de suite. On était des débutants comme Saint-Jean-Baptiste au désert. Il y avait personne qui nous écoutait. Et on avait compris qu'on avait beaucoup d'obstacles. On n'avait pas des connaissances acquises. Il n'y avait pas forcément de connaissances externes. On n'avait pas l'architecte, les ingénieurs qui possédaient les compétences. Les constructeurs voulaient faire de l'argent. Bon, ça, c'est leur objectif. Pourquoi est-ce qu'ils devaient changer de modèle s'ils gagnent de l'argent? Les financiers n'étaient pas convaincus non plus en fait, qu'il fallait dépenser plus d'argent et ils étaient très peu convaincus que les clients seraient prêts à payer davantage pour louer ces nouveaux bâtiments écologiques. Donc, il y avait tout un éventail de problèmes qu'on devait résoudre pour atteindre la masse critique de connaissances. Et c'est là où la ville est intervenue. Donc, nous avons adopté une politique en juin 2009, il y a 4 ans. On a dit que tout nouveau bâtiment municipal doit obtenir une certification LEED Or. Toute rénovation à nos bâtiments de 2500 mètres ou plus doivent se faire en fonction des normes LEED Argent. À cette époque, on était peut-être l'espèce rare. La plupart d'autres villes faisaient de l'argent. Mais nous sommes allés un peu plus haut. On dit, bon, si on veut faire concurrence, on va changer de plateforme, on va changer peut-être une plateforme plus concurrentielle. Donc, on a demandé la norme Or. Nous avons choisi la norme internationale parce qu'on pense que c'est plus simple pour toutes les personnes concernées. On a choisi LEED. On pensait que ça soit plus simple, plus facile à comprendre, plus facile à faire accepter par le public et plus facile à faire reconnaître. Donc, c'était logique pour nous. Pourquoi n'avons-nous pas tous des bâtiments de la certification LEED Platine?
Je dois vous dire, du côté formel, réglementaire, il n'y a rien qui m'a aidé à bâtir le bâtiment. Ici, nous avons reçu du financement des deux niveaux de gouvernement, mais au niveau réglementaire, il n'y avait rien pour nous aider. Il y a certaines mesures d'encouragement. Elles sont presque tous liées à l'efficacité énergétique et elles sont liées au remboursement. Combien d'argent que Hydro-Québec peut économiser par l'économie d'énergie au lieu d'avoir à en produire davantage avec des infrastructures de production supplémentaires. Et je ne vais même pas parler au sujet du gouvernement fédéral, mis à part ce qui se fait à Ressources naturelles Canada, qui met en œuvre un programme de recherche scientifique extraordinaire par rapport au bâtiment écologique. Il y a des compressions budgétaires partout. Certaines compressions budgétaires viennent justement à l'encontre de toutes les mesures d'encouragement. Nous savons que le gouvernement provincial du Québec et le gouvernement fédéral ont des politiques qui concernent le bâtiment écologique. C'est-à-dire que les espaces sous location doivent répondre aux normes LEED, mais ces gouvernements devraient prêcher par l'exemple. Il y avait aussi une grande préoccupation par rapport à l'éducation et la sensibilisation de tous et chacun dans l'industrie de la construction. Les personnes pour lesquelles je travaillais étaient là il y avait 10 ans et ces personnes prêchaient dans les ans. Mais les choses ont changé. Peut-être pas au rythme souhaité, mais les choses changent tranquillement. Nous devons maintenir la pression et nous assurer qu'on puisse soutenir les personnes qui désirent continuer le bâtiment écologique. Le financement est un enjeu très important. Une des choses que j'ai entendues à maintes reprises, c'est que chaque personne avait décidé qu'il devait mettre en œuvre le bâtiment écologique. Et par la suite, ils ont trouvé une manière de rentabiliser cette approche d'un point de vue commercial. Je me suis dit que cela devait nécessiter un moment de conversion. Donc, je me suis dit, comment qu'on peut créer des moments de conversion pour que les personnes se disent non seulement je dois faire, mais je ferai du bâtiment écologique. Plusieurs des réponses sur la conversion m'ont été données sous forme d'éducation. Nous partageons tous nos propres anecdotes de conversion. J'ai entendu souvent des expériences personnelles de conversion et les personnes ont expliqué pourquoi le bâtiment écologique leur tenait à cœur. Donc, il y a cette analogie d'évangélisme ou de passion derrière le bâtiment écologique. Donc, nous devons prendre nos connaissances basées sur les faits ainsi que notre passion et nous devons transformer ça en inspiration pour les autres. L'inspiration peut être puisée dans diverses sources selon notre interlocuteur. Si nous nous prononçons devant le public en général, nous allons parler des enjeux environnementaux et de parler de l'impact des résidences et des immeubles sur l'environnement, ce qui peut être très inspirant. Mais pour le secteur des affaires, qui vont prendre des décisions sur ce qui est bâti sur le terrain, nous n'avons pas le même manque de ressources. Les taux d'hydroélectricité sont si faibles que ce n'est pas une mesure d'encouragement assez grande pour construire de manière écologique. Et cela ne présente pas de mesure d'encouragement pour les propriétaires de résidences à rénover leurs bâtiments pour qu'ils soient plus écologiques. Ça, c'est probablement notre plus grand défi. Donc, ce qui est plus compliqué pour nous, c'est de prouver la rentabilité écologique au lieu de parler seulement de la rentabilité écologique.
Ce qui est favorable en Californie, c'est que nous avons des lois qui forcent la réduction de la consommation d'énergie. Nous avons des lois sur la réduction de production de déchets. Nous avons des conditions de sécheresse. Nous avons aussi des problèmes d'eau pluviale et de la gestion des eaux pluviales. Donc, nous sommes habitués à ces contraintes. Il y avait des gens, on avait chacun de leurs projets respectifs, individuels. Mais tout le monde essaie toutes sortes de projets. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à comprendre qu'il y a eu des réussites, il y a eu de bonnes histoires. Il y avait quand même un peu de franchi le seuil de problèmes, le nombre de problèmes en ce qui concerne l'initiative des bâtiments. Mais je pense que c'est l'industrie de la construction est un peu en mauvaise situation actuellement. Donc, il faut y avoir comme un changement culturel. Je suis désolé de voir qu'il n'y a pas plus de gens de l'industrie de la construction parce qu'il faut faire beaucoup de travail dans ce domaine. On voit des améliorations à ce niveau-là, mais si le gouvernement ne crée pas les cadres et si le secteur privé ou les résidents ne voient pas l'avantage financier et si le secteur de la construction ne contribue pas, là, on ne le voit pas arriver. On a écouté tout le monde, on a déjà converti. Et c'est pas nous à convertir, c'est pas nous qu'il faut convaincre. Et pour le fondement, on voulait peut-être démystifier parce que les gens ont un gros mal de tête. Quand on parle d'un bâtiment écologique, c'est comment donner accès aux personnes qui ne sont pas encore converties. Comment convertir les personnes qui ne sont pas encore converties. Que ce soit très simple, simplifié, avec des questions simples qu'on peut poser, pour que les gens puissent prendre leurs décisions à partir de 5 questions. Est-ce que c'est local, durable, recyclable? C'est ça. Si vous avez peut-être 3 sur 5, là, vous êtes dans la bonne direction des 3 sur 5 critères. Ben, les gens vont toujours dire que ça me donne. À Montréal, nous avons relevé le défi. Non seulement nous avons des bâtiments écologiques, nous avons des bâtiments bien conçus par des concours. Architecture, c'est un défi pour les architectes, pour les ingénieurs qui font une soumission, qui veulent en fait participer au concours. Ben, c'est sûr qu'on a parlé de sortes de corruption, de consortia, mais quand même, on a eu de très bons bâtiments. Le planétaire, c'est quand même qui est certifié LEED Platine. Il y a une bibliothèque aussi qui sera en ligne dans les prochaines semaines, qui a suivi un processus de design. Des incitatives financières, oui, mais il ne faut pas se fier, il ne faut pas devenir dépendant du secteur industriel. Dans le secteur industriel, donc on a lancé un programme pour la ville qui a été mis en place il n'y a pas longtemps. Il y avait un crédit fiscal sur les taxes municipales, sur 50, s'il y a une certaine conformité à la certificat de LEED. Donc, il y avait un genre de congé de paiement de taxes. Le développeur qui m'a dit que c'était impossible il y a 5 ans, lui, maintenant, il a 28 projets industriels, non seulement dans ma communauté, mais dans d'autres communautés à travers le Québec. Je parlais, il y a un collègue, du phénomène des petites organisations qui se rassemblaient. C'est un petit peu comme les ptérodactyles. Un ptérodactyle des airs a l'air vraiment grand, effrayant à cause des ailes déployées avec une grande ombre, mais finalement, c'est une créature qui n'est pas si grande que ça. C'est un petit peu l'exemple des organismes écologiques. Lorsqu'ils sont tous rassemblés, on peut donner une image d'être plus grand en puisant dans les efforts des autres organismes. Donc, F, la Fondation Écologia. Moi, je trouve que Écohabitation a fait un très grand effort pour le Québec au cours des dernières années, puis je tiens à les féliciter. Nous, quand on les a rencontrés pour faire le projet LEED, bien, ça nous a forcé évidemment, toutes les étapes du projet LEED nous forcent à se poser des questions sur, bon, quels matériaux on va prendre
Pourquoi? Aussi, au niveau des bâtisses écologiques, je pense qu'un parallèle peut être fait avec la nourriture biologique. Puis, dans la nourriture biologique, on paye des fois plus cher parce qu'on commence à réaliser qu'on a autre chose aussi. La pomme ou la poire qu'on achète, c'est une pomme, une poire, mais elle a peut-être une ADN ou en tout cas une façon de faire. Si cela, on sait qu'en ce moment, c'est un petit peu plus cher, comme la pomme et la poire biologique, mais qui va apporter d'autres facteurs. Puis ces facteurs-là, on commence à les mettre de l'avant parce que tout le monde a le goût de bien dormir, de se sentir bien chez eux. Puis donc, c'est de ces qualités-là de l'habitat, de commencer à en parler également. Donc, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Et les ouvriers ont très peu d'influence sur les choix qui sont faits. Les ouvriers ont peut-être la moitié de 1% de l'impact environnemental du bâtiment qui repose sur leurs épaules. C'est pas mal plus au niveau de la conception que ça se passe. Et ceux qui commandent une conception, c'est beaucoup les promoteurs. On peut faire d'énormes gains au niveau du bâtiment, mais si on planifie pas nos villes de façon plus sensée au niveau de la dépendance automobile, on fait pas de gains quantitatifs au niveau environnemental. En tout cas, si je regarde les cursus dans les collèges et dans les universités, combien d'heures un architecte va recevoir sur le bâtiment écologique dans sa base de formation au Québec? Même pas 35. Même pas 3 crédits. À moins qu'ils choisissent de se diriger vers là. Les ingénieurs, on n'en parle même pas. Des ingénieurs en bâtiment, il en sort presque plus. Des ingénieurs civils qui vont faire que l'aménagement des villes va être beaucoup plus durable. L'importance du design, mais aussi dans le domaine de la construction. J'ai un collègue à moi qui a une formation en entrepreneur en système mécanique et il dit la personne qui a l'influence éventuelle, la personne qui a le plus d'influence, c'est l'ouvrier, c'est le genre de métier. Parce que ce sont les métiers qui peuvent faire des substituts, qui peuvent... C'est la qualité de l'exécution. C'est un peu comme l'enfant non désiré. On oublie l'enfant naturel. C'est les ouvriers qui sont responsables de l'exécution du bâtiment. Donc, il faut tenir compte des ouvriers et des professionnels. Nous n'avons pas un défi financier dans l'industrie de la construction et même dans le monde financier. Nous n'avons pas un défi technique, c'est un défi culturel. Et pour changer la culture, il n'y a pas une seule intervention. Une de nos cibles, c'est sans doute l'éducation, la formation des travailleurs, bien sûr, le financement, les subventions. Je rêve du jour que l'économie écologique reçoit 1/100 de toutes les subventions accordées à l'industrie pétrolière. Mais tous ces éléments sont secondaires quand on pense au changement culturel. Et la culture, c'est dans nos têtes. L'écologie, pour certaines personnes, chose étrange, n'inclut pas la qualité de l'air. Pour beaucoup de personnes, l'adjectif écologique comprend seulement la consommation énergétique. Et on ne se préoccupe même pas de l'eau, peut-être parce qu'on a une surabondance d'eau. Nous devons changer notre façon de penser à la vie. Pour revenir à vos exemples, sur la nourriture biologique. La plupart de nos maisons, même construites selon les normes LEED et les certifications LEED, il s'agit néanmoins de boîtes de carton. Comment pouvons-nous être inspirés par un tel environnement? N'hésitez pas, prononcez-vous, faites entendre vos voix. Ennuyez toutes les personnes à mort s'il le faut, car c'est comme ça qu'on va amener un changement culturel.